Salut. Je t'en prie. Merci. Un mix entre un atelier et un appartement où je suis là depuis longtemps, là, ça fait plus d'une décennie. Tu me disais que tu as un nouvel atelier qui arrive là. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un super atelier de la mairie de Paris, dans le 18e. Donc, il y a de la Libye, de la Centrafrique, Bangladesh, les réfugiés Rohingyas. Là-haut, on a Tchernobyl. Tchernobyl, ouais, c'est des boîtes lettres à Pripyat, qui est la ville qui a été complètement vidée en quelques heures. La ville la plus proche de Tchernobyl, de la centrale. On mesure ton taux de radioactivité quand tu rentres, tu as des machines automatiques quand tu rentres dans la zone, et on remesure ton taux quand tu sors, et puis du coup, automatiquement, il y a une machine qui sait si... et normalement, il n'y a pas de risque. C'est risqué pour les gens qui y vont tous les jours pendant longtemps, quoi. Ouais. Et c'est tout un travail le long de une ligne de train qui s'appelle la Baikal-Amur magistrale. Ici, là, il n'y a que des images de paysages. Je m'étais amusé à associer toutes ces images de paysages, mais le paysage essentiellement fait par le train en plus. Donc à chaque fois, en jouant un peu sur la sensualité que peut apporter les vitres. Donc il y a toujours des espèces de reflets. Là, la BAM, c'est vraiment ça traverse vraiment le fin fond de la Sibérie. Il y a peu de monde dans le train. Il y a très peu de monde et puis il n'y a jamais d'étrangers. Comme moi, ouais. On m'a regardé, quand je suis allé là-bas, on m'a regardé avec des... J'ai vu des femmes pleurer parce que je leur dis que je venais de Paris. Ah, Paris, Paris, ah. Ouais. Elles n'en revenaient pas. Je pensais que c'était une blague. Parce qu'ils ne voient jamais d'étrangers. Je me suis raconté, ah là là, oui, ah oui là. Même pas un touriste. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, en plus maintenant, alors là, ça c'est sûr, mais c'était il y a une dizaine d'années. Alors, il y a 3 séjours. Ouais. Et c'est marrant, c'est qu'en fait, le premier séjour, les 2 premiers séjours, c'était pour National Geographic. C'était ma première commande de National Geographic en 2013-2014. C'était sur un train médical qui suivait cette ligne. Ça, c'est dans le train médical, par exemple. C'est une fille qui attend d'être auscultée. Comme les gens habitent vraiment très très loin de tout et que tout est lié à cette ligne de train, c'est cette ligne de train qui est le contact avec le monde, quoi. Donc avec les services, donc avait été construit, avait été monté. Il y en a plusieurs comme ça en Russie, pas que à cet endroit-là. Il y avait 5 trains médicaux à cette époque-là, et dont un qui utilisait de temps en temps la BAM. Donc c'est un train c'est une espèce d'hôpital sur train, quoi. Mais ça n'existe plus. Je pense qu'à cause des problèmes économiques en Russie, ça a été supprimé. Et c'était aussi un truc un peu politique. Le parti Russie Unie, le parti de Poutine, se servait beaucoup de ça aussi pour faire beaucoup de com et de pub auprès des populations qui vivent en Sibérie, quoi. Ça, c'était que sur le train médical. C'est ce que j'ai fait pour National Geographic. Mais j'ai tellement adoré cet endroit que je suis retourné 2 ans après avec un financement du Centre national des arts plastiques pour aller explorer quelques parties de la ligne que je n'avais pas faites dans le cadre du premier reportage pour National Geographic. Et puis cette fois, en développant des images un peu plus personnelles, un peu plus créatives, un peu plus poétiques, pour que ça puisse à la fin faire une sorte de sujet comme moi j'en avais envie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des images qui sont... ça c'est génial, c'est une petite boîte de nuit où il y a 20 personnes au fin fond d'un village de 500 habitants. Voilà, puis c'est beaucoup de choses, beaucoup d'images à travers des vitres sales ou embuées. Il fait très froid, hein. Le premier séjour c'était en hiver, j'ai eu du moins 30. Donc voilà, donc il y a des images qui datent du premier séjour et puis des images qui sont de 3e séjour qui étaient plus créatives. Voilà, ça c'est des tribus locales natives, comme on dit en anglais, quoi. Ça, c'est dans le train médical, justement. C'est 2 infirmières qui se regardent un film d'amour. Et voilà, le train médical. Derrière cette nuit-là, on a fait la photo d'une colline en pleine nuit, là, de pleine lune. Et il faisait, je sais plus, moins 33 ou un truc comme ça. Ah non, il n'y avait pas de drone à cette époque-là. Il faut aller cavaler jusque là-haut. Ouais. Oh, ça va, il y avait une bagnole. Ouais, non, mais il y avait... Là, on a un endroit un peu plus développé. Il y avait une route, il y a un mec en bagnole qui nous a monté. Mais voilà, dans le train médical, par exemple, tu as cette espèce de... Dans les 6 mois, j'espère qu'il sortira. Alors, ça va être un tout petit tirage. On va sortir à 200, 300 exemplaires à peine. Tu reviens souvent sur des travaux comme ça, plus anciens Quand ça a du sens, ouais. Et c'est incroyable comme de le faire si tu vois autre chose, quoi. C'est fou. Surtout quand c'est des travaux de commande. Là, donc une grosse partie, c'était de la commande. Donc j'ai passé 2 fois un mois à bosser pour National Geographic en commande. Et en fait, là, on est en plus, c'était ma première commande, donc j'étais très stressé. Qu'est-ce qu'ils veulent? Faut que je ramène vraiment... est-ce que je vais réussir à faire un truc assez bien pour National Geographic et tout? Quand on bosse en commande comme ça,
On est stressé, on cherche vraiment l'image qui va correspondre au journal pour lequel on bosse et tout. Et du coup, les images un peu plus créatives, elles existent sûrement, elles ont sûrement été faites, mais on les voit pas tout de suite, quoi. Donc de revenir 10 ans après, ça peut avoir vraiment du sens. Ou quelques années après, 10 ans c'est vraiment long, mais quelques années après, ça peut vraiment avoir du sens. On peut trouver vraiment des pépites. On progresse aussi en quelques années après, donc on voit les choses différemment. Les outils, les logiciels de post-prod ont évolué. Donc en fait, on retrouve des choses. Sur tous les projets que j'ai faits, il y a des images qui sont ressorties des années après. Tu avais laissé, tu avais mis de côté. Ah ouais. Côté soit pas vu, ça, ouais, ça arrive. Soit pas vu. Ouais, parce qu'il y a des fois. Alors moi je garde tout. De toute façon je garde tout. Et en plus à National Geographic, quand on bosse pour eux, on est obligé de tout regarder, de tout envoyer. Et là c'était 500 gigas à chaque fois de chaque voyage en fait. Donc c'est un disque dur qu'on envoie à Washington. Et en fait eux font l'éditing de leur côté, moi je fais mon editing de mon côté. Et après on va à Washington, on confronte tout ça et on fait une projection de 30 minutes devant toute la rédaction et on discute. Et c'est comme ça qu'on retourne après faire le deuxième voyage généralement avec les critiques et après on retourne encore à Washington faire le même système. Mais ça n'existe presque plus, je crois même plus du tout parce qu'il n'y a plus d'argent. Garder toutes ces images, en faire des backups alors qu'on est au même milieu de la Pampa là, enfin la taïga en l'occurrence. Il faut captionner, enfin faire les légendes de tout en fait. Alors on fait des légendes simples et en bloc, hein, enfin en lot évidemment, mais quand même il faut renvoyer avec toutes les légendes. 15 000 images par mois à chaque fois, donc deux fois, ça faisait 500 gigas cette époque-là. Et malheureusement, ça n'existe plus ce système à National Geographic parce que ça coûtait trop cher et que de toute façon, on ne fait plus de sujets de 2 mois. Hein. Là, c'était donc 2 fois un mois pour publier à la fin 9 images, je crois. Ben, c'était chouette. Déjà, on était très bien payés. Et puis, même journalistiquement, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y a une vraie... Il y a un raisonnement très fort sur pourquoi montrer ça ou comme ça, ou pourquoi le faire comme ci, parce que le fait de faire 2 séjours, minimum, des fois même plus, avec beaucoup de temps au milieu, avec beaucoup de réflexion, à se dire ok, si j'y retourne, il faut absolument que je ramène ça, mais pourquoi pourquoi il faut absolument montrer ça, pourquoi il faut me montrer comme ça, pourquoi non, voilà, toutes ces questions. Et cette discussion, elle est en plus collective, avec beaucoup d'intervenants. Enfin, c'est effectivement avec son photo-éditeur, mais aussi avec d'autres personnes, des journalistes et tout. Et ça nous permettait de faire, je pense, du très très bon photojournalisme, mais qui coûtait très cher. Donc ça n'existe plus beaucoup, vu la vitesse à laquelle les budgets décroît dans toute la presse. Bon, moi je commençais tout juste, mais on était un petit collectif de photographes qui s'appelait Dolce Vita et on était tous assez branchés Mamiya 6, Mamiya 7. Alors effectivement, pour faire du news avec, c'est pas simple. La grande mode, c'est plutôt le Mamiya 7, donc format 6-7. Je me souviens que Guillaume Herbeau faisait du 6-7 à Libé. Il y avait Grégoire Korganov qui faisait du 6-7, donc c'était un peu la mode des photographes auteurs, c'était ça, c'était le 6-7. Et moi du coup je faisais du 6-6, Mamiya 6 qui était vraiment un super boîtier, qui était comme un Leica. C'est un télémétrique comme un Leica avec une optique. C'est un de mes premiers sujets à l'étranger. D'ailleurs j'étais parti pour faire des photos pour une ONG. C'est comme ça que j'ai pu partir, j'avais pas du tout les moyens, j'avais pas de commande et j'avais pas les moyens de m'auto-financer sur un voyage comme ça. Donc je partais faire des images pour une ONG et à côté, moi je me faisais des choses un peu plus personnelles, quoi. Des images qui ont servi après à montrer à des journaux et à ouvrir des portes et obtenir des commandes, quoi. Mon premier gros projet, je l'ai fait aussi grâce à une bourse. Je faisais du noir et blanc, c'est marrant, j'en ai quasiment plus jamais refait depuis. C'est un noir et blanc, ouais, c'était sur les enfants des rues aux Philippines. J'ai eu la chance à un moment où j'étais un peu... je savais plus trop quoi faire. Ma première expérience presque professionnelle, on va dire, ça a été de donner des cours photo à des petites filles dans une ONG sur le centre des Philippines, sur une île qui s'appelle Panay. Des petites filles qui ont subi des histoires de violences très lourdes, qui ont été violées, qui ont été abandonnées dans la rue. Et la fille qui a monté l'ONG qui s'occupe de ces filles, c'était une Française, a eu la très bonne idée de lancer une espèce d'activité photo pour ces filles, et ça c'était très très juste de sa part parce qu'en fait la photo c'est l'image et ça peut être aussi l'image de soi, et du coup ces filles qui avaient un vrai problème avec l'image d'elles-mêmes parce qu'elles ont été très maltraitées, monter un atelier photo avec ces filles c'était jouer avec l'image, quoi. J'ai entendu parler de ce truc, j'ai postulé, est-ce que moi je peux le faire? Moi je faisais déjà beaucoup de photos moi-même, donc je savais faire du labo, tout ça, j'avais appris chez moi ado parce que mon père en faisait un peu. J'ai fait un DUT de physique énergétique, un truc qui n'a aucun rapport, qui m'a rendu malade. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais en
en me forçant énormément, en étant vraiment malheureux. Je savais pas quoi faire et j'avais qu'une idée en tête, c'est partir voyager. Donc dès que j'ai eu ce diplôme, je suis parti en Amérique latine, je suis parti en Guadeloupe faire un stage en fait pour ce diplôme et je suis resté là-bas. J'ai pas eu à rentrer, je me suis arrangé pour ne pas avoir à rentrer. À la fin de ce stage, je me suis fait embaucher dans un magasin photo à Basse-Terre, dans un petit magasin pour vendre des péloches, tout ça. Après, je suis parti faire cette espèce de voyage initiatique, j'avais 21 ans, c'est quelques jours après l'anniversaire de 21 ans. Je suis parti de Guadeloupe, c'est aussi pour ça que j'étais parti en Guadeloupe, c'est que la Guadeloupe, c'est au plein milieu des Caraïbes et je savais qu'on peut voyager très facilement en bateau-stop tout le long des Caraïbes. Et donc en fait, je suis parti en bateau-stop, j'ai descendu toutes les Caraïbes jusqu'à Grenade où je suis resté 2-3 semaines, après jusqu'à Trinidad pendant le festival, et après la Venezuela, Colombie, l'Équateur. Et quasiment tout ça, c'est presque que du stop. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des bateaux, des grands voiliers qui sont loués aux touristes. Il faut souvent les ramener dans un autre sens, donc ils sont convoyés par les skippers qui sont tout seuls et qui sont prêts à prendre quelqu'un s'il est sympa. Donc du coup, il faut traîner dans les marinas. Filer un coup de main sur le bateau. Ouais, je vais voir au bar de la marina, parce que c'est pas un bateau qui descend plus au sud, machin. Et puis si t'es sympa, que t'as une bonne tête et... Non, mais 21 ans, les Caraïbes, bateau-stop, c'est la grande aventure, quoi. Ah oui, puis il y a un côté voyage initiatique, quoi. Ouais. Ça a été révélateur énorme, parce que c'était après ces études qui m'emmerdaient, et que je savais pas trop quoi faire, et là je me suis dit, ok, c'est bon. Après ce voyage, donc, qui a duré entre 4 et 5 mois à peu près, avec plein de péripéties en plus, hein. Je suis allé jusqu'en Équateur, je me suis fait voler un appareil photo, mais que j'ai retrouvé. Il y a beaucoup de choses qui étaient volées aux touristes à Quito, et tout c'était de notoriété publique, que tout était revendu dans un marché particulier qui s'appelle le marché de la Marine. Et j'y suis allé, et j'ai juste revu le mec qui me l'a volé, parce qu'il me l'a piqué dans un tramway. Et j'ai vu sa tête. Tu reconnais le mec ? Ouais, je reconnais le mec, je vais voir des flics et tout. Il ramène le flic il se prend quelques mandats. Je me dis, voilà, mais c'est moi qui suis responsable de ça. Enfin bref. Ouais. À la fin, sa femme arrive et me rend mon appareil, quoi. C'est une histoire de fou. Après ce voyage initiatique, c'était évident que j'allais pas travailler avec le diplôme que j'avais eu et que j'allais faire de la photo, quoi. Mais je savais pas du tout par quel bout commencer. J'y connaissais rien, ce métier. Je n'ai pas du tout d'une famille qui a bossé dans les médias. Donc j'ai galéré pendant quelques années à faire des petits boulots, notamment des saisons à la montagne, ou aussi pour faire du snowboard, parce que c'est ma grande passion. En même temps, j'ai essayé de réfléchir à comment je peux développer mes premiers reportages, tout ça, mais en galérant, jusqu'à ce que je trouve l'occasion d'aller donner ces cours photo aux Philippines. Et là, il y a aussi une autre révélation qui est l'association de la photographie avec des histoires humaines, notamment avec l'histoire de ces enfants, parce que je leur donnais des cours, mais j'ai fait évidemment beaucoup de photos. Moi, en noir et blanc, en vivant au milieu de ces filles, c'était magique, quoi. Il y a un esprit très famille. Les filles, les plus jeunes avaient 4-5 ans, les plus grandes 15 ans à peu près, quoi. C'était une vingtaine de filles. J'habitais dans le foyer avec elles, quoi. Donc j'ai fait beaucoup d'images et voilà, il y a vraiment une révélation. Et là, je suis rentré et je me suis dit, il faut absolument que je retourne aux Philippines. Enfin, je suis rentré pour me faire de l'argent, donc j'ai bossé comme dans un bar à Lacano. J'ai fait la saison d'été en me disant, dès que j'ai assez d'argent, je retourne aux Philippines. Et là, ça y est, je me lance, je fais mon premier reportage sur les enfants des rues de Manille. Et heureusement, j'ai eu un accident de bagnole. Je dis heureusement parce que je partais sans rien connaître. J'étais désorganisé, je connaissais rien de ce métier. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu plein de petites aides, une bourse par-ci, une bourse par-là, pour faire une école privée en 1 an, qui s'appelait le Centre Iris. C'était pas une grande école, mais qui au moins pendant 1 an m'a fait mûrir un peu, me préparer un peu mieux. Et là, j'ai pu retourner aux Philippines, mais du coup mieux préparé, avec un peu d'argent. Déjà dans ma tête, c'était c'est vraiment mon objectif de professionnel, etc. Donc j'avais mûri et tout, quoi. Et là, j'ai fait ce travail pendant 3 semaines sur des bandes d'enfants avec qui j'ai passé du temps à Manille. Et ce boulot-là, il a vite été primé, exposé. Alors, il était en noir et blanc, donc personne ne voulait publier. Et puis, personne ne voulait me faire bosser parce que, justement, je n'avais qu'un travail en noir et blanc. Et alors, tout le monde adorait, mais on ne filait pas de boulot. Donc, je me suis mis à faire de la couleur pour avoir des commandes. Et puis, alors là, ça a été une grosse surprise, c'est que je me suis aperçu qu'en fait, la couleur, elle pouvait être aussi forte que le noir et blanc, en fait. Et je me suis vraiment aimé la couleur. Et c'est devenu presque mon objectif après avec la couleur, c'était de réussir à faire en couleur ce que peut apporter le noir et blanc. C'est-à-dire ce côté un peu intemporel, puissant, presque universel dans la manière avec laquelle ça peut toucher les gens. Le fait que ça sorte d'un sujet précis pour devenir quelque chose de plus large, plus universel. C'est plus dur, je pense, en couleur, mais quand on y arrive en couleur, mais c'est possible. Et quand on y arrive avec la couleur, c'est super. Je suis vraiment en photographe de la couleur, hein. J'ai pas fait de noir et blanc depuis peut-être, je sais pas moi, 12 ans, 15 ans. Mais j'ai des références en noir et blanc énormes. Gitan de Koudelka, c'est exceptionnel. Et cette force du noir et blanc, je pense que c'est plus dur en couleur. Mais cette espèce de distance, le fait qu'une image va aller plus loin dans quelque chose, il va devenir une vraie œuvre. Et je me suis dit très vite, mais peut-être qu'on peut le faire aussi en couleur.
Donc le M que j'adore, hein, c'est vraiment un de mes appareils fétiches. Hein. Puis alors, ces optiques Summilux sont tellement... Tu fais tout au 35 ? Beaucoup. Beaucoup. Pas mal 28 aussi, parce que là, ces temps-ci, j'ai bossé un peu avec le Q3. Notamment, je suis revenu au Q parce que déjà le Q3, le capteur a vachement amélioré. Et parce que aussi, je refais un peu de news, là, j'ai fait beaucoup de Liban. Pour faire des projets perso, on a tout le temps, il n'y a aucun problème, le M c'est super, mais le côté, ça déclenche tout seul comme ça. Là. Alors j'ai fait 3 séjours au Liban là, pendant l'automne, depuis que ça a vraiment pris, la guerre au Liban a pris une autre proportion, donc au mois de juillet, après je suis allé en septembre au moment de l'attaque des beepers, et après en novembre, je suis allé faire une enquête sur ça c'était pour Match, une enquête sur Enfin, on a passé une dizaine de jours à analyser une frappe israélienne et qui avait été tué, pas tué, quelles étaient les conséquences sur les familles. On s'avère qu'en fait, c'est que toutes les personnes blessées ou tuées sont que des civils sur cette frappe-là. Le leader du Hezbollah qui était censé être touché, il est indemne. Et ils l'ont pas touché. Et par contre, les 17 personnes qui ont été tuées sont même pas liés au Hezbollah. Il y en a plein, c'est même pas des chiites, c'est des sunnites, parce que c'est des familles de réfugiés syriens. Là, lui, c'est une famille de Syriens. Alors ça, cette famille, on a beaucoup sympathisé avec eux, par exemple. Et ça, c'est son grand-père. Donc lui, il a survécu l'attaque, mais il a été pas mal blessé. Mais quelques jours après, il est mort d'un arrêt cardiaque. Conséquence de la frappe, hein, mais aussi parce que, en tant que Syriens, ils sont un peu des citoyens de seconde zone au Liban, et c'est très délicat, c'est très difficile d'être soigné pour des Syriens. C'est vraiment une histoire affreuse. Quoi. Et ils sont obligés d'aller enterrer leurs morts à 60 bornes de Beyrouth, parce que les Syriens n'ont pas le droit d'enterrer leurs morts dans les cimetières de... Alors lui, son histoire est folle, c'est que en plus son prénom, Wahed, ça veut dire le seul, l'unique. Hein. Et lui, il était à la mosquée en train de prier, c'est un coiffeur, il est sorti de son travail, il a été prier avec des copains. Et pendant ce temps-là, il y a eu la frappe et toute sa famille a été décimée. Sa petite sœur, dont il était très proche, il a fallu faire un test ADN, tellement son corps était éclaté. On a fait toute l'étude de ça. On a appelé ça, alors c'est pas le titre du journal, mais moi j'ai appelé ça, avec le journaliste avec qui j'ai fait ça, on a appelé ça anatomie d'une frappe. Quelque chose qui montre, en mettant vraiment les noms sur des visages, et qui montre le désastre de ces bombardements et le ratio. Victimes civiles, victimes du Hezbollah, celles qui sont visées, quoi. C'est hallucinant les ratios. Et on a fait celle-là qui est plutôt dans le centre parce que du coup ça nous permettait de travailler vraiment librement. Sinon les autres c'était plus contrôlé par le Hezbollah. Mais il y en avait beaucoup plus, c'était beaucoup plus grosse. Celle-là, c'est pas une très grosse en plus, celle-là, c'est vrai qu'elle c'est hallucinant, quoi. Ça c'était la guerre en Libye là. Plein désert, comme ça, il y avait les rebelles qui se battaient contre l'armée de Kadhafi. Et moi je me suis un peu intéressé à ces jeunes, il y avait plein de jeunes. Et il y avait un côté très naïf et en même temps très humain. Donc, certains avaient un couteau de cuisine et ils allaient sur le front comme ça avec leur couteau de cuisine et ils se mettaient un foulard comme s'ils étaient combattants. Et puis dès que ça a pété, ils étaient comme moi aussi, on avait peur, on se cachait derrière les dunes de sable. Et je trouvais que c'était tellement beau, ce côté naïf de ces jeunes qui s'inventent, enfin qui s'inventent pas, qui sont révolutionnaires. Mais qui sont pas des guerriers, quoi. Et puis ils étaient branchouilles avec des jeans slim, machin, des pompes Sylvans, des casquettes, tout ça. Et j'avais adoré ça, donc j'avais bossé un peu là-dessus, parce que je trouvais que ça les rendait, enfin cette naïveté les rendait particulièrement attachants, en fait. Tu vois, parce qu'il y avait une fragilité hyper humaine, quoi. Et donc cette image, elle garde de ça, parce qu'on était... Donc en fait, la guerre en Libye, t'avais cette grande route au milieu du désert, qui ça allait dans un sens quand les rebelles prenaient du terrain, et puis quand l'armée de j'ai dit Bachar tout à l'heure, de Kadhafi répondait, tout le monde revenait en arrière, et là c'est un moment où, justement où on revient en arrière, merde ça pète, on revient, et sur un parking sur cette route là, il y a ce mec dans sa bagnole, une vieille Mercedes ou BM, enfin ce genre de bagnole qu'on trouve beaucoup en Afrique du Nord, qui est là dedans, et puis dans son regard là il y a un petit truc un peu, en fait la guerre c'est dur quand même. Ça, c'est un des moments les pires de la guerre en Centrafrique, 2014. Donc début 2014, donc on est en plein moment du nettoyage ethnique des musulmans. Alors le terme nettoyage ethnique, il a été utilisé par les Nations Unies, hein, c'est pas un ressenti. Hein. Dans l'ouest du pays, il y avait une dizaine d'enclaves musulmanes, c'est-à-dire des villes dans lesquelles il y avait des quartiers musulmans qui sont devenus très vite des enclaves où étaient enfermés des musulmans, et s'ils sortaient de cette enclave, ils se faisaient couper en rondelles par les miliciens anti-Balaka, donc des miliciens plutôt chrétiens. Et celle-ci, c'était la plus grosse. À Boda, il y avait 11 000 personnes, 11 000 peuls, enfermés dans ce quartier. Les ONG avaient du mal à pouvoir rentrer, apporter de la nourriture et tout. Et puis surtout, il y avait des miliciens anti-Balaka qui, de l'extérieur, très courageux, avec des grenades, balançaient les grenades comme ça un peu au hasard, qui tombaient dans une cour comme celle-ci, pouvant tuer des femmes et des enfants.
Et il faut savoir qu'à cette époque-là, les grenades, on trouvait des grenades chinoises à 30 centimes d'euros. Donc à 30 centimes d'euros, on peut avoir le moyen de tuer plusieurs personnes sans risquer sa propre vie. Parce que c'est facile une grenade, hein. Il suffit d'avoir un bon geste pour la lancer, quoi. Tu travailles toujours avec quelqu'un? Tu es toujours avec un journaliste? Ça dépend ça dépend des... Toujours avec un fixeur, au moins? Même pas. En Centrafrique, c'est impossible de bosser avec des fixeurs, il n'y avait pas vraiment de fixeurs. Ouais. Puis comme on parlait français, enfin comme c'est un pays où les autorités parlent français, tu peux te débrouiller. Il fallait avoir un très bon chauffeur. D'accord, ouais. Un très bon chauffeur qui faisait un peu qui n'était pas vraiment fixeur, mais qui peut aussi un peu faire intermédiaire si besoin. Ouais. Mais sinon, non, on bossait sans fixeur là-bas parce qu'il n'y avait pas de fixeur, hein. Il n'y avait pas de journalistes locaux, ou alors ça correspondait pas. Sur la Centrafrique, c'est très particulier parce qu'il y a des moments de commande presse, mais ils sont assez courts. Et après, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bourses, pas mal de bourses. Donc, et un visa d'or aussi. Donc tout ça, c'est de l'argent qui fait que je peux retourner à mes frais. Tout le jeu, c'est de jongler entre les commandes, les financements de la bourse, les financements de... Comme je me suis un peu approprié ce sujet comme un projet personnel, parce que vraiment, ça me tenait à cœur et que j'ai vécu des choses très fortes, donc je voulais vraiment continuer à bosser sur ce pays, parce qu'on a couvert avec Camille la journée du 5 décembre 2013, où il y a eu des centaines, peut-être même un millier de morts dans une toute petite ville. Enfin, Bangui, la capitale, c'est une ville minuscule, hein, le centre-ville se fait à pied. Et quand on a vécu quelque chose comme ça, et après le décès de Camille, donc Camille Lepage, une jeune photographe qui a été tuée là-bas quelques mois après ça, moi je voulais continuer. Je voulais continuer ce pays, il fallait continuer, il fallait absolument continuer. Et puis j'ai eu la grande chance d'avoir la bourse Tim Trinton. C'était une grosse somme, c'était 20 000 euros, donc ça m'a financé plusieurs séjours. Il y a eu une Getty Grant, il y a eu un visa d'or, donc tout ça, ça m'a permis de continuer ce boulot qui avait du sens, parce que quand on fait du news comme ça vaut le coup après de retourner pour essayer de faire des images qui racontent un peu, avec lesquelles on peut peut-être essayer d'expliquer tout ça, essayer de comprendre tout ça, quoi. Ce qui est passionnant, c'est de revenir après et d'essayer de trouver les images qui, complémentaires aux news, va peut-être expliquer un peu. Donc là, on va être plus dans l'enquête. Et puis c'est aussi le moment où on va pouvoir faire des images un peu plus personnelles, un peu plus créatives, un peu plus sur le ressenti. Donc, on n'a pas de temps dans la news, hein. Non, on n'a pas beaucoup de temps dans la news. Non, les photographes qui arrivent vraiment à avoir un regard très personnel sur le news sont très forts, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais moi j'ai souvent cette frustration dans le news que justement j'ai pas eu le temps de faire des images plus sensibles, quoi. Et du coup quand tu reviens après avec un financement, notamment avec une bourse, là tu reviens en ayant plus de temps, et là tu peux essayer de plus poser un regard. Donc voilà, et finalement le mélange de tout ça souvent construit un espèce d'essai photographique qui a une puissance et qui raconte beaucoup de choses, quoi. La Centrafrique, je suis allé 10 fois. Avant ça, j'avais fait le Kyrgyzstan, qui était mon deuxième livre, pardon. Le Kyrgyzstan, j'y suis allé 6 fois. Ouais. Le Bangladesh pour les Rohingyas, donc ça c'est les Rohingyas, j'y suis allé 3 fois. Après, je suis allé une 4e fois pour donner des cours dans le camp de réfugiés des Rohingyas. Donc c'est vieux, hein, cette photo date de 2008. C'est un de mes premiers projets. Voilà, là je suis allé 6 fois. Alors j'avais une bourse, j'avais la bourse Lagardère pour travailler là-dessus, et après des financements un peu de journaux. Mais voilà, encore une fois, là c'est l'association entre des images de news, des images un peu plus personnelles. C'est le mélange de tout ça qui construit un espèce de récit avec un regard très cohérent, personnel, et qui permettait aussi de développer mon travail de la couleur, comme on disait tout à l'heure, le travail de la couleur, d'essayer de trouver cette manière de comment la couleur peut avoir une puissance un peu comme noir et blanc Et ça c'est une recherche qui te prend du temps, cette recherche. Mais ça te prend énormément de temps, parce qu'en fait, finalement, les bonnes images, t'en fais pas 10 par jour dans ces cas-là. De travail d'auteur, etc., sur le long terme, avec une cohérence, etc. Non. La Centrafrique, le livre sur la Centrafrique, je crois il doit y avoir même pas 50 photos, je crois, dedans. C'est 10 séjours étalés sur 3 ans. Dont certains gros séjours, des séjours de plus d'1 mois. Donc le ratio nombre d'images faites et les images gardées est vraiment infime. Infime, quoi. Le paysage médiatique a tellement changé. Un jeune photojournaliste aujourd'hui, pour percer ou pour arriver à travailler, les conseils aujourd'hui ne seraient pas les mêmes qu'il y a 10 ans, ne seraient pas les mêmes qu'il y a 20 ans, probablement. La mécanique est la même, hein, c'est de construire, c'est ce que j'essaie d'instaurer beaucoup dans les stages que je fais, que j'ai lancé avec Weldon John. Hein.
c'est de toute façon, il faut développer son regard. Il faut développer son regard avec lequel on va s'identifier, avoir une vraie vision. Parce que c'est grâce à ça qu'on sort un peu du lot. C'est un métier extrêmement compétitif pour lequel il y a pas beaucoup d'argent, moins que quand moi j'ai commencé il y a 20 ans, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a plus de photographes qu'il y a... Je sais pas s'il y en a plus, il y a moins d'argent c'est sûr. Il y en a peut-être plus en termes de diversité, c'est-à-dire qu'avant, je crois qu'il y a 20 ans, ça restait quand même beaucoup les Occidentaux qui couvraient le reste. Il y avait des photographes locaux bien évidemment, mais pour ceux qui travaillaient pour les gros journaux, c'était peut-être un peu plus les Occidentaux. Enfin, c'était en grande majorité les Occidentaux. Heureusement, ça a évolué et ça continue à évoluer. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, au Bangladesh, il y a des super photographes. Il y a une école photo au Bangladesh qui est excellente, vraiment. Donc c'est moins les Occidentaux qui travaillent pour les gros journaux. Il y a un peu plus de diversité. Donc ça fait une concurrence qui fait que comme il y a aussi moins d'argent, pourquoi envoyer un mec à l'autre bout du monde alors que sur place il y a peut-être un super photographe et que lui il faut pas lui payer un billet d'avion, faut pas lui payer l'hôtel. Mais après la mécanique pour percer elle est la même, c'est de développer un vrai travail personnel. Et alors en quelques mots, dans les workshops que tu as montés avec Well Done John, c'est quoi le format, de quoi vous parlez, on a commencé tout récemment, la première session vient de se finir là. Et en fait l'idée c'est d'accompagner un groupe de photographes, vraiment 8, sur une période de plusieurs mois, sur un projet personnel, pour justement les aider à développer un vrai regard personnel, les aider à recadrer comment tel sujet peut se raconter, comment utiliser au maximum sa sensibilité pour en faire quelque chose de cohérent et de profond. Et là, donc, on vient de finir cette première session. On a une nouvelle session qui commence en mars. On va annoncer la nouvelle formation là dans les jours qui viennent. Et cette fois, on va même augmenter la période de production parce qu'on va faire 3 sessions de 2 jours. C'est-à-dire qu'en gros, on commence 2 jours. On se retrouve à Paris pendant 2 jours. Après, pendant 2 mois, les photographes commencent leur projet. On se revoit 2 jours, on discute là où ils veulent. Ça peut même être à l'étranger s'ils veulent. Souvent, c'est en province d'où ils viennent. Ils bossent sur leur projet, ou à Paris, ils bossent sur leur projet. On se revoit pendant 2 jours. Et alors là, brainstorming, machin, on édite, on réfléchit, on parle de plein de choses. Ils repartent encore 2 mois. Et on se revoit encore 2 jours. Une 3e fois. Et là, c'est un peu restitution, on édite, etc. Et on regarde, on parle des textes, des titres, quel sens ça a, et on se trouve des options pour essayer de développer tout ça, enfin de le fructifier, comment on peut en faire un livre, en faire une expo, aller voir la presse, etc. Ça répond à la question, à mon avis, numéro 1 pour percer dans ce métier, qui est celle-là, elle est la même il y a 20 ans, c'était sûrement la même il y a 50 ans, c'est de développer une sorte d'expertise et un regard à soi. Et en fait, tout le monde peut le faire. C'est pas une histoire de talent ou pas de talent, c'est de se mettre l'énergie, c'est passer du temps, c'est échanger avec les autres. C'est beaucoup une histoire de sensibilité et d'accepter sa sensibilité et de le transformer comme une puissance, quoi. Et en fait, plein de gens ne sont pas conscients de leur sensibilité, je pense. Moi, j'ai mis longtemps à être conscient de ma sensibilité. Je n'ai peut-être pas d'un milieu où c'était évident. Et il y a un moment, le jour où j'ai compris que c'était une puissance et que j'avais plutôt la chance d'avoir ça, il y a plein de choses qui ont évolué, quoi. Et la photographie est devenue plus forte, est devenue une vraie évidence, etc. Et ça fait partie aussi des choses que j'essaie de faire passer dans ces workshops. Parce que la force de la photographie, c'est la sensibilité, c'est pas la peine de chercher beaucoup plus loin. Il y a de la technique, bien évidemment, il y a de la culture, il faut beaucoup se cultiver, il faut bouffer de l'image, il faut aller voir des expos, regarder des bouquins, etc. On en parle beaucoup dans ces workshops. Mais c'est aussi l'exploitation de sa sensibilité, quoi. Ce sont lesquels les premiers qui t'inspirent, les premiers photographes? Comme beaucoup de reporters jeunes, j'ai été touché par le noir et blanc des grands très connus. Alors les Salgado, évidemment, les premiers Salgado, c'est-à-dire La main de l'homme, et puis les Amériques aussi, Otras Americas, évidemment, c'est splendide et c'est toujours aussi bon, je pense. Dans le noir et blanc, évidemment, alors il y a eu du Pellegrin, évidemment. On ne peut pas ne pas s'intéresser à Paolo Pellegrin, le travail qu'il a fait pendant 20 ans de reporter pour Newsweek est exceptionnel. Son livre « Alors que je mourrais », ça a été un peu un livre de chevet pour moi. Alex Maioli, Koudelka, donc beaucoup les photographes de Magnum, évidemment. Mais après, quand je me suis intéressé plus à la couleur, alors là, il y a eu vraiment d'autres choses. Mais c'est marrant parce que je suis vraiment un photographe de la couleur, passionné de la couleur.
Mais dans mes références, c'est beaucoup des noirs et blancs. C'est que la force du noir et blanc de nous envoyer dans un autre monde, un peu la force du lyrisme qu'il va y avoir, de la poésie, etc. C'est beaucoup plus dur avec la couleur. Donc il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de le faire avec la couleur, quoi. Et après on évolue, tu vois, avec l'occasion de la BNF, j'ai eu envie de faire du paysage, alors qu'il y a quelques années on m'aurait dit paysage. Non, moi je veux vraiment de l'humain, je voulais photographier que de l'humain. Ouais. Et puis je me suis mis au moyen format, enfin les boîtiers ont tellement évolué que maintenant tu as des moyens formats numériques assez lourds, enfin assez importants, avec des super gros capteurs et vraiment très bonne qualité et accessible. Et qui permettent des images que carrément, qu'on ne pouvait pas faire avant, avec vachement de nuances, vachement de détails. Alors moi je travaille sur les traces, les stigmates du changement climatique, hein, sur ce qui reste des catastrophes liées au climat. Et le hasard a fait que j'ai fait ça c'était en 2022 et c'est l'année où on a eu cet été historique très très chaud avec beaucoup de feu. Et notamment là, ça c'est au pied de la dune du Pilat, on la voit la dune du Pilat derrière. Là. Ouais. La dune du Pilat qui est juste là, c'est le camping, le célèbre camping du film Camping. Et c'était sur 5-6 mois à peu près, mais depuis j'ai continué j'ai continué à mes frais. Et j'ai bien fait parce que du coup maintenant c'est nominé pour le prix Pictet, toute la série. Alors pas que en France, du coup je suis allé aussi il y a de l'Espagne. Ça c'est une image que j'ai faite en marge un peu de ce projet. C'est une image que j'aime beaucoup mais que j'arrive pas à garder dans cette série parce que du coup elle détonne, elle est très différente du reste. C'est des choses dont on parle aussi justement dans cette formation. C'est la cohérence du propos, parce que c'est pas juste rassembler ses meilleures images. C'est un peu la fin d'une période pour moi avec National Geographic, parce que ça appartient maintenant à Disney, ça prend une autre direction, la majorité du service photo a été virée, tout simplement. Je sais pas si je retravaillerai pour eux beaucoup. J'ai fait là il y a quelques mois cette couverture. La photo on l'a faite au mois de mai. J'ai bossé au moins 3 semaines là-dessus parce que normalement ils choisissent 2 images et ce sont ces 2 images qui sont proposées à tous les à chacun des voilà, comme ça donne la possibilité choisissent l'un ou l'autre selon de s'adapter un peu au marché local. Voilà. Comme ça a été racheté par Disney. Ça bascule vers quelque chose qui est plus de l'ordre du divertissement que du journalisme. Les budgets ont été coupés à une vitesse grand V. Ça, c'est pas que Nat Geo. Non, c'est pas que Nat Geo, mais bon, maintenant, ils veulent surtout pas faire des choses critiques ou des choses un peu... moi, je travaille beaucoup sur des sujets liés aux droits de l'homme. Hein. Bon, là, ça, c'est une commande sur la scène, mais pour eux, je suis allé en Sibérie sur l'accès aux soins en fin fond de la Sibérie. J'ai fait un gros projet sur les vaccins dans plusieurs pays. Ça, c'était 2017. Donc ça c'est la version serbe à mon avis. Et ça c'est quelque chose qui est plus possible de faire avec. Ah non, pas du tout, il faut surtout pas. Il faut absolument faire que des choses gentilles. D'ailleurs il suffit de voir sur les réseaux sociaux ce qu'ils publient maintenant National Geographic. Nous quasiment tous les photographes historiques de National Geographic ont laissé tomber l'Instagram National Geographic, on veut plus publier dessus parce que c'est devenu... Il faut bien imaginer que National Geographic, c'est plusieurs institutions. C'est le magazine, le National Geographic Magazine. Et ce magazine, il a été créé par la National Geographic Society, qui elle est une espèce une très grosse ONG, une non-profit, énorme, qui a pas mal d'argent, qui a revendu ce magazine il y a une dizaine d'années d'abord à un groupe de presse et après qui lui l'a revendu à Disney. Et ça, la National Geographic existe toujours. Tu vois, il y a un drapeau de National Geographic Society. Donc moi je suis un membre explorer de la Geographic Society, c'est un peu pompeux, ça, l'américaine. C'est pas que je suis un grand explorateur, c'est pas vraiment ça. Mais ce qu'ils appellent les explorers, c'est quelqu'un qui a eu des financements de la Society, et moi notamment, ils m'ont filé plusieurs financements, notamment un gros travail que j'ai fait sur les communautés apatrides. Après avoir fait les Rohingyas au Bangladesh, j'ai eu une grosse bourse de la Society pour travailler sur d'autres communautés apatrides dans le monde. Tu vois, ça c'est juste un tirage d'essai sur Dibon. Ça, c'est au Népal, par exemple. Tu n'as plus aucun droit, tu n'existes pas, en fait. Tu n'existes pas. C'est pas de repère, c'est pas d'identité. En fait. Et ça, dans une société aujourd'hui, ne plus avoir c'est un peu compliqué, quoi. De commande, mais c'était sympa à faire parce que... On arrivait à montrer la Tour Eiffel de manière un petit peu originale. Ouais, parce que alors, c'est des Américains, donc ils m'ont dit... Faut quand même la montrer. Oui, alors, ils me disent, non mais alors, tu fais comme tu veux, mais il faut qu'on comprenne que c'est Paris, ce qui veut dire il faut la Tour Eiffel. Parce que j'ai fait plein d'autres images que moi je trouvais largement meilleures que ça, on voit pas la Tour Eiffel. Ah non, mais quand même, là on comprend pas que c'est Paris. Mais si on comprend que c'est Paris, regardez, c'est tac, 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 tac. Non, mais en fait, ils ont besoin qu'il y ait la Tour Eiffel. Et ce qui est pas si con, c'est que c'est publié dans le monde entier, donc effectivement pour plein de gens c'est la Tour Eiffel, etc. Donc c'était galère de trouver comment faire une image différente de la Tour Eiffel.
la scène. Et finalement, c'est tout con, mais ça marche bien, ce reflet. Ils étaient tout contents de ça. Eux, ils étaient vraiment très contents. Et en plus, je l'ai fait à la fin, ma commande. C'est le dernier jour. Ouais. J'ai fait des milliers d'images étalées sur 3 semaines parce que au moment où j'ai shooté ça, c'est avril-mai, c'est un moment où il y a eu une espèce de printemps pourri. Je sais pas si tu te souviens. Alors, je n'étais pas encore arrivé en France, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Et c'était affreux. Donc en fait, j'avais des images, des fois avec des belles lumières et tout. Ils me disaient, mais laisse tomber, on peut pas utiliser ça. On a des gens qui sont emmitouflés. Regarde, j'avais été sur un bateau. Ils ont quand même gardé qu'ils ont utilisé à l'intérieur. Cette image-là, par exemple, moi j'aurais adoré qu'elle fasse la coup, parce que celle-là, je trouve qu'elle est beaucoup plus originale. Il y a un élément d'humanité, etc. Mais ils m'ont dit, mais c'est pas possible, la petite, elle est dans une... Elle est frigorifiée, quoi. Elle est complètement frigorifiée, ouais. Et c'est vrai qu'il faisait hyper fort. En plus, sur la scène, t'as un courant d'air, hein. Donc en fait, il y a tout le temps du vent. Donc j'ai galéré, ça a mis 3 semaines. Il pleuvait tout le temps, et ça a mis 3 semaines, en fait, cette commande. Et c'est marrant parce que finalement cette image, c'est le tout dernier jour où je suis allé, je me suis dit tiens, je vais quand même aller tout à l'ouest de Paris, voir quelle est la vue de ce côté-là, donc côté 16e, que j'avais pas du tout fait avant, j'avais fait surtout le centre. Donc comme quoi, tu vois, c'est la toute dernière image sur plusieurs milliers. Il y a un endroit particulier sur lequel tu as envie de travailler Je vais aller en Syrie, ça c'est sûr, il faut que j'y aille parce que j'ai une histoire très particulière. Il y a eu une période où les journalistes, enfin moi j'avais vu les journalistes français, c'est quoi? C'était 2012, 2013, non? Donc en 2012, moi un peu galvanisé par le printemps arabe, après avoir bossé pas mal en Libye, un peu en Tunisie, j'essaie d'aller en Syrie et j'y vais avec février 2012, j'y vais avec Edith Bouvier, une copine journaliste. Puis ça tourne assez mal. Et on rentre dans Homs, qui est donc une ville complètement assiégée, dans un quartier de Homs, Bab el-Ahmar, qui est complètement assiégé par l'armée syrienne. On arrive à rentrer en plus par un tunnel d'évacuation d'eau qui fait 4 km de long. Enfin, c'est un scénario assez fou. Ouais. Et quand on marchait dans ce tunnel, je me souviens de m'être fait la remarque en disant moi je vais faire un peu ce métier pour vivre des choses. Et là, je suis en train de rentrer dans une ville assiégée par un tunnel d'évacuation d'eau de 4 km de long et qui fait 1,50 m d'eau. Donc en fait, on marche comme ça dans ce tunnel, avec les lampes torches comme ça et les boîtiers et tout. Je me dis, là, je suis dedans, quoi. Mais bon, peut-être tellement dedans que du coup, à quelques heures après qu'on soit arrivé, à 6 h du matin, l'endroit où on loge se fait bombarder. Et puis ça va être catastrophique parce que sur les 6 journalistes, 2 vont mourir. Rémi Hochlik, et jeune photographe français, et Marie Colvin, une reporter anglaise. On loge dans le même appartement, et en fait, il y a une série de roquettes qui tapent notre immeuble, et la 4e ou la 5e, elle tape vraiment à l'entrée de l'immeuble. Et Rémi et Marie, c'est ça qui est affreux dans cette histoire, étaient les mieux préparés et les prêts à sortir. Ils étaient en train de sortir. Ils étaient dans le hall de l'immeuble quand la roquette a tapé juste devant. Et dans le prolongement de cette entrée, il y a une porte qui donnait sur l'appartement dans lequel on était. Et ceux qui sont derrière cette porte sont blessés, donc Edith Bouvier et Paul Conroy sont tous les deux assez gravement blessés aux jambes. Et moi, je suis protégé par un petit bout de mur à côté, un coup de bol énorme. Et donc ça a été évidemment une histoire énorme dans ma vie, dans ma carrière, pour Edith aussi. On est resté très proches avec Edith, elle est pas très loin. Je suis parrain de son fils et tout. Tout ça, c'est un truc qui fait partie de nous et tout. Et maintenant que la Syrie, Bachar el-Assad est tombé, ce qui est hallucinant. Ça a été une surprise. Complète, complète, bien sûr. Personne s'y attend. Personne. En quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé les groupes rebelles qui sont devenus maintenant très islamistes, comme souvent dans ces cas-là. Au moment où nous on y était, il y avait très peu d'islamistes, quoi. Les gens qui nous sauvent, parce qu'on a été sauvés par des Syriens, c'est pas du tout des islamistes, c'est vraiment des révolutionnaires, des rebelles. Mais la guerre a pris une telle proportion que beaucoup se sont radicalisés. Et puis en plus, Bachar el-Assad a tout fait pour les radicaliser ici. Hein. Il a sorti de prison tous les radicaux, etc. pour dire, regardez, c'est pas ce que vous appelez des révolutionnaires, c'est pas des révolutionnaires, c'est des islamistes qui vont venir poser des bombes chez vous en Europe pour justifier un peu sa répression. Ce sont eux qui l'ont déboulonné. Ce sont eux qui l'ont déboulonné avec une vitesse incroyable, quoi. Parce que, conséquence de ce qui s'est passé au Liban, c'est que le Hezbollah, qui est un allié de Bachar el-Assad, est très fragilisé, il y a autre chose à faire, a été complètement décapité de toute façon, quasiment, le Hezbollah. L'Iran aussi veut plus trop se mettre le doigt dans tout ça, en train de se réorienter, a clairement laissé montrer qu'il voulait plus supporter le Hezbollah et sûrement plus Bachar el-Assad, parce que l'Iran... Et du coup...
Du coup, ça a été en 10 jours, je crois. Ils ont pris tout le pays et Bachar al-Assad a fui, là, il est en Russie. Et c'est tellement inattendu, mais personne ne s'attendait à ça. C'est fou, c'est incroyable. Donc je vais y retourner, je veux aller à Homs, dans l'appartement où ça a eu lieu, je veux aller voir et tout, quoi. Et des collègues y sont allés. Edith Bouvier, qui était avec moi, il était dans cet appartement, là, il y a 2 semaines. Il faut que j'aille en Angleterre faire un stage HEFAT. C'est des stages de sécurité en zone dangereuse, organisés souvent par des armées, etc. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les journaux ne veulent plus envoyer sur des terrains dangereux comme la Syrie des journalistes des photographes qui n'ont pas fait ces EFAT pour des histoires d'assurance. Et quand il y a eu je devais aller à Mayotte après le tremblement de terre, pas le tremblement de terre, après l'ouragan, Chido. Pour le New York Times, j'étais très content parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas bossé pour le New York Times et ça a été annulé parce que justement je n'avais pas fait des FAT depuis longtemps. Agacé que je me suis tout de suite. Ah ouais, les assurances s'en foutent de ton expérience. Donc j'avais tout de suite organisé un et j'en ai trouvé un en Angleterre. Donc je vais aller faire vite fait ça là dans quelques jours. Et après ça, je vais aller en Syrie, ça c'est sûr. Après avec quel argent, en commande, pas en commande, je sais pas. J'espère en commande parce que sinon ça va coûter cher, mais. Il faut absolument y aller. Il y a un truc. C'est au-delà du travail, là. C'est un truc un peu personnel aussi. Merci, tout ça. C'est bon ? Tu penses ?